de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Starbucks? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose que je regarde généralement, c'est l'historique même de l'entreprise, donc le propos de l'entreprise. Donc, ici, c'est une chaîne de café américain fondée en 1971, en partie en franchise. Il s'agit de la plus grande chaîne de ce genre dans le monde, avec près de 32 180 établissements implantés dans 78 pays, dont 18 235 sur le continent américain. Ok, ça c'est bien. Donc, c'est une chaîne de café. À la fin de la journée, c'est un peu un business model à la McDonald's, mais ce n'est pas du McDo, d'accord? Donc, à la fin de la journée, il faut donc vérifier. Il y a deux informations. Il y a une information qu'on me donne ici, c'est en partie en franchise. Donc, c'est-à-dire que il y a une partie corporative, il y a une partie franchise. Donc, il faut bien regarder, il y a une différence entre le business model corporatif et franchise. Parce que le business model franchise est plus lucratif en termes de marge bénéficiaire. Par exemple, c'est l'occasion pour moi de parler, par exemple, d'une entreprise que j'aime bien ici aujourd'hui. Par exemple, c'est une entreprise qu'on appelle, je pense, c'est Jack in the Box. Donc, Jack in the Box, d'accord? In the Box. D'accord, c'est un modèle également de franchise. Donc, je pense qu'ils ont un bon business model. Donc, ils sont essentiellement franchisés. Donc, vous pouvez voir que l'évolution de cette entreprise-là est totalement différente par rapport à une entreprise qui est à moitié franchisée et à moitié corporative. Donc, je sais que ce n'est pas le but de la vidéo ici. Le but de la vidéo, c'est de parler uniquement de Starbucks, mais j'ai choisi quand même également vous montrer cette entreprise ici afin que vous puissiez également voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, on va revenir ici d'abord sur notre entreprise qu'on appelle Starbucks. On va terminer avec elle et après, on va revenir sur Jack in the Box. D'accord? Donc, ici, la première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, on a une croissance des revenus. Donc, ici, quand je regarde la tendance ici des revenus par rapport à notre logiciel qu'on appelle Ticker, donc, je peux déjà le voir à vue d'œil ici que les revenus sont croissants. 13 milliards ici, à peu près une trentaine de milliards ici. Donc, souvenez-vous que nous, on cherche ici avant tout le revenu. Donc, on recherche la stabilité ou la croissance des revenus. D'accord? Quand on a le revenu, on cherche le taux de croissance des revenus, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et on essaie de déterminer si le PER, si le dividende est qualitatif. Donc, ici, la croissance des revenus sur les 10 dernières années est de 9,52%. D'accord? Mais retenez une chose, avant la période de la pandémie, qui est une période qui a touché Starbucks, normalement, on avait une croissance de 10% sur les 10 dernières années, 5% sur les 5 dernières années, 3% sur les 3 dernières années. Donc la croissance tend à décélérer. D'accord? Il ne suffit juste pas de dire qu'OK, on a à peu près 10% de croissance ici, donc ça pourrait continuer dans le futur. Non. Ici, on veut se protéger au maximum. Si une entreprise a de la croissance présentement, la question est de savoir est-ce que ça va continuer? Si ça va continuer, sur quoi on se base pour dire que ça va continuer? Ça, c'est déjà en lisant les rapports financiers, d'accord? Donc ici, c'est juste des hypothèses entre parenthèses. Et ces hypothèses-là doivent être soutenues par vos lectures. Peut-être que la croissance sera plus élevée dans le futur. Peut-être que ça dépend de la taille de marché. Ou bien ça dépend peut-être de la stratégie de l'entreprise. Dans tous les cas de figure ici, moi, en termes de croissance, je vais prendre 5%. Je coupe la poire en deux. D'accord? Vous constatez que si on prend la période actuelle, on va se dire que la croissance est en train de décélérer, mais n'oubliez pas qu'il y a eu une situation spéciale ici qui a fait à ce que la croissance soit réduite. D'accord? Sinon, on serait peut-être resté aux alentours des 7%. Donc ici, je prends une croissance à 5%. D'accord? Le revenu actuel est aux alentours de 29 milliards. Donc sur les 12 derniers mois, le revenu est de 31 milliards 329. Donc ici, on va prendre les revenus de... Alors, on va se dire, je vais prendre les revenus par rapport au mois de septembre 2021, parce que son année se termine en 2021. Donc, je vais prendre des revenus pas de 35%. Non, on va prendre des revenus sur les 12 derniers mois. C'est plus facile, d'accord? Donc, par rapport à la période actuelle, on va se dire à peu près 31 milliards, d'accord? 329. 329, ok? Ce qu'on va prendre ici. Donc, je prends 31 milliards 300. Ça va être plus facile. Donc, ici, on a des revenus de 31 milliards 300. Donc, quand on revient ici, il ne suffit juste pas d'avoir des revenus de 31 milliards 300. Il faut également voir quelles sont les prévisions des analystes par rapport à ces revenus-ci cette année. Donc, quand on va regarder ce que pensent les analystes par rapport aux revenus, on se met là. Donc, j'enlève ça. Ça, c'est la marge nette ici. Donc, on enlève la marge nette. On voit les revenus ici. Alors, on constate ici que les analystes pensent que d'ici 2026, on sera à près de 48 milliards. D'accord? Et qu'en 2021, on aura 32 milliards de revenus. Si on prend le revenu de 2021, qui était aux alentours de 29 milliards, si on prend 32 divisé par 29, ça fait une croissance à peu près de 10%. D'accord?
Si on prend 48 milliards en 2026, donc 1, 2, 3, 4, 5, en prenant en base cette année-ci, donc c'est-à-dire que si on prend ici 48 milliards, divisé par 29 milliards, d'accord, ça donne ici 1,65 si on met l'exposant 0,2 pour voir la croissance cumulée. On voit aussi, enfin, pas la croissance moyenne sur les 5 derniers, c'est 10%. Donc, les analystes pensent qu'on aura une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais on va quand même prendre ce que les analystes disent. Ils ont dit qu'on aura 48 milliards sur les 5 prochaines années, donc on va prendre deux calculs. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, on va prendre ici pour les analystes. Les analystes pensent qu'on aura 48 milliards, d'accord? 48 milliards pour les analystes. Moi, je dis qu'on aura à peu près 5% de croissance. 5% de croissance sur les 5 prochaines années par rapport voilà, on va dire par rapport à 2021. Donc, excusez-moi, ce que je vais faire ici, donc voilà, je vais juste multiplier ça ici. Donc, par rapport à ce qu'on a eu voilà, on va se dire en 2021. Donc, ça va être plus facile pour nous ici parce que là, je sais déjà qu'elle est extrapolée pour rien. Donc, excusez-moi, on va juste revenir ici. Au lieu de prendre 31 milliards, je vais prendre 29 milliards. Donc, excusez-moi, c'est enregistré en live. Donc, à la fin de la journée, je peux changer d'avis rapidement. Donc, soyez juste attentifs. Ça fait 29 milliards ici. 29 milliards, on va se dire 0,0. D'accord? Donc, si on va prendre 29 milliards ici en termes de revenus correspondant à ce qu'on a eu ici en 2021. Donc, je l'ai arrondi. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui nous manque également dans notre analyse? Il nous manque la dette nette. Donc, la dette nette ici, comme je vous l'ai dit, vous prenez généralement le ratio valeur d'entreprise sur valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Donc, si on prend ce ratio-là ici par rapport à ce qu'on a sur Yahoo Finance qui est généralement plus à jour, donc on aura à peu près ici, je vais arrondir à 103 millions, d'accord, valeur d'entreprise, moins 82 millions qui est le market cap, moins 82, je ne cherche pas à avoir précisément raison, donc à peu près 21 milliards de dettes. Donc on va regarder nos logiciels ici, il nous apprend à peu près 20 milliards 348, donc voilà, ça va. On est dans la fourchette, c'est correct. Donc 20, on va prendre à peu près 20 milliards, on va prendre à peu près ce qui est affiché ici, d'accord, 20 milliards 348, semble que ce soit également, voilà, à jour. Donc on va prendre 20 milliards 348. 20 milliards, 348, c'est la dette nette. Alors, au niveau du PER, je prends un seul PER qui est de 20. D'accord? C'est une compagnie de croissance sans doute. C'est une compagnie qui a un pricing power sans doute. Parce que un café à 5 dollars, c'est quand même élevé. Soit à la fin de la journée, il y a quand même. Voilà, elle a un public. Voilà, ils font de bonnes choses. Donc, ils ont un pricing power. Ils pourraient survivre par rapport à la période actuelle. Mais je préfère me protéger dans le sens où si les taux d'intérêt augmentent, ou bien quand les taux d'intérêt vont augmenter, il y aura également les multiples de valorisation vont baisser. Donc, je préfère me mettre aux alentours de 20 fois les bénéfices ici. Surtout que ce n'est pas comme si ce n'était pas une entreprise. C'est une entreprise, c'est pas comme si c'est une entreprise à capital intensif, mais voilà, il y a quand même beaucoup de capital qui doit être dépensé pour continuer à relancer la croissance. Donc, ici, en moyenne, c'est 26 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui, on a 25 fois les bénéfices. Donc, je lui dis, je prends un seul PER qui est de 20. Je prends mon PER sera de 20 ici. Donc, ce sera le seul PER que je vais prendre. Celui qui pense qu'on va se modifier, on va s'échanger à 22 fois les bénéfices, il peut le prendre. À 25 fois les bénéfices, il peut également le prendre. Le nombre d'actions ici aujourd'hui, je vous ai dit, le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise. Est-ce qu'elle rachète ses propres actions? On vérifie. 1 milliard 176 ici, oui, elle rachète massivement ses propres actions. Vous pouvez voir que le nombre d'actions diminue dans le temps. J'aime bien voir le nombre d'actions diminuer parce que ça augmente mécaniquement le bénéfice par action. D'accord? Donc ici, elle a à peu près 1 milliard. Elle a combien ici? Qu'est-ce que notre logiciel nous dit? 1 milliard 146 millions. Donc 1 milliard 147, on va l'arrondir ici. Donc à 1 milliard 147. OK, maintenant les free cash flow. Pour faire simple, hein, pour les free cash flow, quand on regarde ici, la marge des free cash flow ici, donc quand on prend la marge nette, quand je sais que la marge des free cash flow et la marge nette, c'est totalement différent, donc ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi je vous dis la marge nette. La marge nette ici, on a à peu près en moyenne 12,5%. Regardez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. On a au moins eu 12,5%, 6 fois sur les dernières années par rapport à la marge nette. Par rapport à la marge des free cash flow, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que la marge des free cash flow, c'est pas trop ça. Quand on a une dizaine de pourcents en termes de marge nette ici, les free cash flow, combien de fois on a 12%? 1, 2, 3, 4, 5 à peu près.
Donc 5 sur 6. Donc la marge des free cash flow a tendance à fluctuer parce que, bon, sans doute il y a peut-être des investissements, sans doute il y a peut-être, voilà, ils ont peut-être assez vendu à crédit, ou bien il y a, comment on dit ça, ils ont peut-être ouvert de nouveaux magasins, ce genre de choses-là. Donc ça prend en considération, elle peut fluctuer. D'accord? Donc ici, je vais prendre 12,5% pour la marge des free cash flow. Et je vais également m'aider par rapport à cette marge des free cash flow en regardant ce que pensent les analystes pour les free cash flow. D'accord? Donc, quand on regarde les free cash flow ici par rapport à ce que pensent les analystes, voilà, excusez-moi, pas les free cash flow, mais la marge nette. Je vais prendre la marge nette ici, c'est plus rapide parce que les deux se ressemblent ici sur cette entreprise. Donc, on a une marge à peu près, voilà, 12,5% d'ici 2026. On va se dire qu'on va à peu près atteindre les 12,5% et que c'est possible. Donc, on va mettre ici 12,5%. 12,5%. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner maintenant en termes de chiffres? Retenez ceci. Je vais aller directement en prenant en considération 1. L'état stationnaire de l'entreprise, donc sans croissance. 2. La croissance de 5% par rapport à nos revenus ici qu'on a calculés. Et 3. Par rapport à ce que pensent les analystes, par rapport à ce que pensent les analystes sur le revenu. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Donc, on a dit ici, les PER, c'est 20. Donc, retenez ici que ça, c'est le multiple. Ça, c'est le free cash flow. Ici, c'est 20, 20 et 20. D'accord? On est toujours là. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Donc, maintenant, au niveau des free cash flow, qu'est-ce que je prends? Donc, je vous l'ai dit, l'état stationnel, c'est 29 milliards. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible. C'est 29 milliards, 30, comme vous voulez. Mais je prends 29 milliards ici. Celui qui veut la précision peut aller refaire le calcul de lui-même. Ça ne change pas grand-chose de toutes les façons. Donc, ici, on a 29 milliards. Quand on prend 12,5% de 29 milliards, qui est notre free cash flow moyen ici, ça représente 3 milliards 625. Donc ici, je vais prendre 3 milliards 625. 3, 6, 2, 5. D'accord? Maintenant, ça c'est la première hypothèse. La première hypothèse, c'est revenu stationnaire 29 milliards, 12% de 29 milliards avec 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici qui est une vingtaine de milliards, divisé par le nombre d'actions, ça nous donne ici 45,47 $. État stationnaire. L'État avec nos croissances, donc l'État stationnaire, donc nos 29 milliards avec une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Donc on a vu ici qu'on a coupé la poire en deux. La croissance, elle est aux alentours de 7-10%, mais nous on a dit 5% ici. Donc juste pour se protéger au maximum. Donc exposant 5 ici, d'accord, ça fait 1,27 multiplié par, vous pouvez l'arranger à 1,28 si vous voulez de toutes les façons, multiplié par 29 ici, d'accord, ça vous donne ici 37 milliards. Donc le 37 milliards, vous le multipliez par 12,5 fois, 12% de marge bénéficiaire, ça veut dire qu'on sera à 44 milliards 626. Donc si on prend ici 4 milliards 626 en termes de free cash flow, d'accord, qui correspond à 25% à 12% de notre revenu de 29 milliards avec 5% de croissance sur les 5 prochaines années. Donc, ça représente 37, on aura plutôt 37 milliards de revenus d'ici 2026. Sur ce 37 milliards, 12,5% en termes de marge bénéficiaire, ça nous donne 4 milliards 626. Et si on prend ce 4 milliards 626 multiplié par 20 fois les bénéfices, tout en ayant à peu près la même moyenne en termes de dette nette, d'accord, divisé par le même nombre d'actions ici aujourd'hui, ça nous donne 62 $ l'action. On peut l'arrondir à 63 $ l'action. OK? Maintenant, les analystes pensent qu'on aura 48 milliards de revenus d'ici 2026. OK? 48 milliards de revenus. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils pensent. D'accord? Il faut absolument appuyer cela. Si vous pensez la même chose, ne vous limitez pas à ce que les analystes pensent. Parce que si vous n'avez pas lu le rapport des analystes, vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis 48 milliards. Et leur avis change très très vite. Parce qu'on évalue une entreprise trimestriellement. D'accord? Donc, vous devez vous assurer que le management pense la même chose. Peut-être également sur les objectifs du management. Ou également c'est par rapport à la taille du marché. Donc, ce sont des informations à aller regarder. Et on prend ici 48 milliards multiplié par 12,5 fois, 12% de marge, 12,5% de marge bénéficiaire. Ça donne ici 6 milliards. Donc, 6 milliards ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici à peu près aux alentours de 87 $ l'action, 86, 89. OK. Donc, si vous pensez qu'on aura 48 milliards de revenus avec 12,5% de marge bénéficiaire et 20 fois les bénéfices en termes de multiples d'ici 2026, depuis 2026, alors le prix de la valeur de l'entreprise se situe aux alentours de 87 $. D'accord?
Si vous pensez qu'il n'y aura pas de croissance et qu'on va rester au revenu de 29 milliards ici, avec 12,5% de marge bénéficiaire et 20 fois les bénéfices, la valeur de l'entreprise se situe à 45,47 $. Si vous pensez qu'on aura une croissance de 5% sur les 5 prochaines années avec un revenu stationnaire en date d'aujourd'hui de 29 milliards et une dette nette ici avec 20 fois les bénéfices sur un free cash flow de 12,5%, ça vous donne ici 63 $ à l'action. Dans tous les cas de figure, où est-ce que je vais me situer? Personnellement, je vais me situer à ce niveau. Et ça, c'est par rapport à c'est mon avis personnel. Mon raisonnement peut également être biaisé. Parce que si par exemple, l'entreprise se négocie à 25 fois les bénéfices, vous remarquez qu'on sera plutôt sous-évalué. D'accord? Si elle se modifie et se négocie à 22 fois les bénéfices, on sera plutôt à peu près à une valorisation correcte. Donc, je me mets à 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, pour moi, la valeur de cette entreprise, avec la période qu'on vit présentement, sera de 63 $ à l'action. D'accord? Donc, je me protège parce que je sais que ça prend en considération une croissance qui est sous-évaluée, d'accord, par rapport à ce qu'on a connu par le passé, des marges bénéficiaires qui sont correctes et un multiple qui est à peu près voilà, au niveau de la moyenne, d'accord? Donc, ça sera 63 $ à l'action. Idéalement, j'aimerais acheter cette entreprise aux alentours de 40 $ à l'action. Pourquoi? Parce que si je l'achète aux alentours de 40 $ à l'action, admettons qu'on a 25 fois les bénéfices, techniquement, la valeur sera de 83. Donc, si je l'achète à 40 $ à l'action, j'ai une marge de sécurité énorme. D'accord? Donc, si la valeur est de 83, tant mieux. D'accord? Je l'aurais acheté à 40. Mais si la valeur est de 63, je l'aurais acheté à 40 également. Donc, j'ai également une marge de manœuvre. C'est pour ça que mon prix idéal sera aux alentours de 40 $ à l'action. D'accord? Ça, c'est mon prix idéal. Donc, pour moi, la valorisation de cette entreprise est aux alentours de 63 $. Ça, c'est pour moi. D'accord? Je vous montre juste comment est-ce que je fais pour arriver là. Je ne vous dis pas que c'est comme ça. Parce que vous pouvez avoir un avis totalement différent et je respecte cela et c'est ce que je demande sur cette chaîne. Faites vos propres analyses, lisez vos rapports financiers parce qu'ici on se limite juste sur les chiffres, mais il faut faire parler les chiffres. D'accord? Je peux vous dire ici que je pense que cette entreprise aura 70 va s'échanger à 70 fois les bénéfices. Techniquement, est-ce que c'est viable? C'est la question. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait une analyse ici et qu'on se limite uniquement aux chiffres. Ici, ça vous permet déjà de voir si l'entreprise est de qualité en regardant la stabilité des revenus. Ici, on a des revenus à peu près croissants, on a des marges à peu près stables, d'accord, sauf sur en 2020. Ici, voilà, on se rend compte ici que l'entreprise a des free cash flow à peu près croissants également. On a une dette nette à peu près correcte ici, même si je pense que par rapport à la dette nette qu'on a ici aujourd'hui, si on prend le ratio valeur d'entreprise, si on prend le ratio EBITDA sur la dette nette, donc le ratio EBITDA sur la dette nette ici est à peu près correct. D'accord? Donc, enfin, ratio dette nette sur EBITDA est à peu près correct, aux alentours de 3 fois. Donc, on est à peu près correct. C'est une entreprise qui peut s'en sortir. C'est une belle entreprise qui a des bonnes marges bénéficiaires qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Mais est-ce que ça veut dire que je vais payer n'importe quel prix? Je ne pense pas. Ce qui revient maintenant à parler du dividende ici. Est-ce que le dividende est safe? Je vous ai toujours dit que pour réfléchir concernant le dividende, tout ce que moi je fais généralement, c'est que je prends juste la valorisation actuelle, qui est à peu près de 90 milliards, d'accord? Et je considère ici mon free cash flow moyen qu'on a calculé ici. Donc, quand on revient ici, donc le free cash flow moyen par rapport à l'état stationnaire de 3 milliards 600, d'accord, considérant la valorisation actuelle ici. Donc, on va prendre ici 3,6 divisé par, on va prendre 91, d'accord, on arrondit vu que c'est 90,66. Donc, le free cash flow ici, sur l'entreprise, vous distribuez la totalité de ces dividendes en termes de free cash flow, vous aurez la totalité de ces free cash flow en termes de dividendes, vous aurez à peu près 4% de rendement. D'accord? Par rapport au prix actuel, si on a des free cash flow, disons d'ici 2026, considérant une croissance de 5%, donc ça va nous revenir ici à faire on va faire ce calcul ici, donc on va faire à peu près 4,6 milliards, divisé par 91 milliards, qui est notre valorisation, notre market cap en date d'aujourd'hui. D'accord? Ça va nous donner à peu près ici 5% de rendement. C'est correct. D'accord? Si on le prend par rapport à ce que les analystes pensent qui est 6 milliards, donc si on a 6 milliards à peu près de free cash flow divisé par 91 $, donc nos 91 milliards qu'on a présentement ici, ça va donner à peu près 6,5% de rendement. C'est ce qui nous ramène à poser la question à savoir, est-ce que le dividende actuel, il est safe? Donc, pour savoir si le dividende actuel, il est safe, je vais l'évaluer par rapport à nos différentes hypothèses qu'on a prises ici. On peut déjà dire que
En termes d'aujourd'hui, l'entreprise paie à peu près 2 milliards 200 en termes de dividendes. Donc le minimum du minimum, donc le minimum en termes de free cash flow distribué, en termes de free cash flow possible ici aujourd'hui, c'est 3 milliards 600 en date d'aujourd'hui. Donc si vous faites le ratio 2 milliards 22 divisé par 36, vous trouvez un payout ratio à peu près de 61 par là. D'accord? Si vous prenez par rapport à ce qu'on aura dans les années à venir, le payout ratio aura tendance à diminuer. Donc, dans tous les cas de figure, ici, le dividende, il est safe. Est-ce qu'il est exceptionnel? Non. Est-ce que le prix actuel est correct par rapport à un investissement à long terme? Moi, je vous dirais que non. Franchement, non, pas du tout. Soit à la fin de la journée, même si tout ce qu'on a dit ici là se matérialise, comme je vous ai dit, si ce que les analystes pensent se matérialise, est-ce que l'entreprise s'échange peut-être à 25 fois les bénéfices, techniquement, l'entreprise reste sous-évaluée à peu près de 43%. Mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? C'est ça la question. Dans tous les cas de figure, c'est une belle entreprise. Je ne dis pas qu'on est surévalué ni quoi que ce soit, mais le prix actuel, vous savez ce que ça implique. D'accord? Donc, posez-vous également la question en période d'inflation, comment est-ce qu'ils vont réagir? D'accord? Quelle est la stratégie présentement? Je pense que également, j'ai appris que le fondateur de l'entreprise va revenir aux manettes. C'est la 3e fois qu'il revient aux commandes de l'entreprise. Donc, peut-être également, il y aura beaucoup de changements dans les années à venir. Donc, dans tous les cas de figure, ce sont des choses à regarder quand vous allez évaluer cette compagnie-ci, qui est une excellente entreprise, vraiment une excellente entreprise. Elle mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, franchement, c'est parce que je veux me protéger au maximum que je dis ici aujourd'hui que l'entreprise est, voilà, je dis correctement évaluée et ne représente pas une opportunité d'investissement. Pour moi, l'opportunité d'investissement sera aux alentours des $40 l'action. Et je sais également ce que ça implique. Comme je vous ai dit, lisez vos rapports financiers, d'accord? Parce que ce que je raconte ici pourrait être totalement erroné si les PER sont plus élevés, si les marges bénéficiaires sont plus élevées, si la croissance est plus élevée. J'ai juste donné des matières à réflexion, d'accord? Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Starbucks. Belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Si vous l'avez acheté à un excellent prix, disons aux alentours des $40 par là, d'accord? 40-60 $ par là, vous avez un bon prix d'achat. C'est une entreprise qui est très rarement sous-évaluée. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en train de vous mentionner que le prix actuel est surévalué ni quoi que ce soit. Il est juste correct. Mais si on veut l'acheter pour un investissement à long terme, je pense qu'on mérite mieux que ça. On mérite un prix plus attrayant que ça. Sauf si vous pensez qu'on va se négocier à 25 fois les bénéfices tout en ayant 6 milliards en termes de free cash flow dans les années à venir. Et si vous pensez c'est cela, il faut également regarder la taille du marché, les compétiteurs et qu'est-ce qui pourrait se passer en période d'inflation prolongée. D'accord? Alors, c'est à peu près la matière à réflexion que j'avais ici. Donc, juste pour revenir ici à un autre exemple du début, je vous avais parlé d'une entreprise qu'on appelle Jack in the Box, qui est un modèle totalement de franchise, en fait. Vous allez voir que le modèle de franchise, en fait, c'est un modèle où les marges bénéficiaires sont très, très, très élevées. D'accord? Parce qu'en réalité, vous vendez juste votre modèle d'affaires à quelqu'un d'autre et c'est lui qui supporte toutes les charges financières. Donc, quand on regarde ici la marge brute de cette entreprise ici, on se rend compte qu'on a une marge brute aux alentours d'une 35-36% par là. Et au niveau des free cash flow ici, on est aux alentours de 12% par là. Donc ici, vous voyez que voilà, c'est un modèle qui a des marges très élevées. Et vous constatez que nous avons une entreprise ici en date d'aujourd'hui qui s'échange avec à peu près pour 10% de marge bénéficiaire. Elle a à peu près aux alentours de 5,80 $ par action. On a connu les 7,73 $ ici, 37 ici par action aux alentours de 2021 à 14% de marge bénéficiaire. Donc, elle pourrait probablement représenter une opportunité d'investissement si, par exemple, elle s'échange à 20 fois les bénéfices, alors qu'aujourd'hui, on est à 70 $ à l'action. Donc, voilà une entreprise également qui pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. On l'appelle Jack in the Box. C'est une entreprise qui exerce également dans le secteur de la restauration rapide, aux États-Unis en particulier. Donc, c'est une parenthèse. On la referme ici juste pour vous dire que c'est tout pour aujourd'hui. Starbucks, excellente entreprise. Le prix est correct, mais on demande une décote supplémentaire. Et si vous pensez que ça pourrait valoir plus, vous savez exactement sur quels éléments vous devez travailler. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.